Nous nous inscrirons dans ce cadre, aussi bien pour l'audit de l'utilisation des fonds publics antérieurement à notre arrivée au pouvoir que pour la gestion des affaires publiques durant les années de notre gouvernance. L'État veillera à ce que les structures de contrôle et les juridictions compétentes puissent exercer leurs missions respectives conformément aux lois et règlements, mais également en application des principes de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence. Nous mettrons ainsi en œuvre les conclusions des assises de la justice et en faire l'objet de consensus et poursuivrons les consultations et le dialogue pour bâtir un pacte social durable. Nul ne pourra désormais se prévaloir d'une proximité partisane pour accéder à des faveurs indues ou se protéger de sanctions méritées. Chaque talent national sera promis en ne tenant compte ni de son origine, ni de sa religion, ni de son appartenance partisane. Enfin, la 7e rupture implique le passage d'une administration bureaucratique à une administration moderne et performante. L'administration doit être le fer de lance de la conduite du changement auquel nous invite le chef de l'État. Elle sera plus attentive et orientée vers la satisfaction de l'usager. Le clientélisme y sera aboli, conformément à l'invite du chef de l'État aux agents de l'administration. Chaque agent de l'État, à quelque niveau qu'il soit, devra faire sien le nouveau paradigme d'une administration performante et moderne. À cet effet, le gouvernement engagera les réformes idoines pour doter les services administratifs de capacités humaines qualifiées et motivées, ainsi que des moyens de fonctionnement liés, tout en amplifiant la lutte contre le gaspillage dans les dépenses courantes. La corruption et la concussion seront combattues sans faiblesse, en commençant par accélérer l'automatisation des procédures administratives. Nous avons déjà entrepris de bâtir une administration publique autour des principes de probité et d'intégrité, autour du Djoub, du Djoubel et du Djoubbanti. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, après vous avoir rappelé ces principes et après vous avoir dressé l'état des lieux, vous avoir rappelé les 7 principes qui vont fonder notre logique de rupture, nous allons faire quelques développements sur le cap 2025-2029. Les ruptures que je viens d'évoquer guideront notre stratégie opérationnelle pour les 5 prochaines années. Pour cela, notre premier devoir est de traduire la vision du chef de l'État de façon concrète, pour qu'elle soit partagée et que chaque Sénégalais soit fier d'en parler, soit fier chaque jour d'y apporter sa pierre. D'abord, un Sénégal souverain sera une réalité tangible si nous nous en donnons les moyens en matière économique, énergétique, alimentaire, pharmaceutique, scientifique, technologique et sécuritaire. Un Sénégal juste repose sur une véritable paix sociale, une nation où règne la justice, l'équité, l'unité et la cohésion nationale. Un Sénégal prospère implique de tripler le revenu par habitant pour rejoindre la catégorie supérieure des pays à revenus intermédiaires. Et cette ambition sera réalisée grâce à une croissance annuelle minimale de 6,5% sur 25 ans qui transforme qualitativement la vie des populations. Croissance inclusive, s'entend, et une croissance endogène également. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'agenda national de transformation se décline en 4 axes, à savoir, premier axe, une économie compétitive. Deuxième axe, un capital humain de qualité et l'équité sociale. Troisième axe, un aménagement et un développement durable. Et enfin, quatrième axe, une bonne gouvernance et un engagement africain. Pour réussir ces axes, il y a des prérequis indispensables. Les conditions de succès de cette vision reposent sur des prérequis relatifs à la présence d'un État stratège, sachant anticiper les mutations, sachant planifier les actions, sachant réguler efficacement et dans la transparence les politiques publiques. Ces prérequis ne sont toutefois pas des conditions suffisantes dans le cas des pays en développement comme le Sénégal, fortement dépendants des flux de financement et d'investissements étrangers. Il leur faut impérativement résoudre cette problématique de dépendance en relevant sensiblement leur capacité de mobilisation de ressources internes au travers de la politique fiscale, l'approfondissement du marché du crédit bancaire et du marché financier, mais surtout la promotion de mécanismes alternatifs de financement. Concernant la politique de relèvement sensible des recettes de l'État, la fiscalité, et il ne faut pas que les Sénégalais en aient peur, parce qu'elle est la base
et le soutien de toute action politique et de toute capacité à relever l'offre de biens et services publics. La fiscalité est certainement le maillon le plus important de la politique budgétaire. Cependant, le Sénégal peine à mobiliser de manière optimale les recettes fiscales, principal instrument de financement souverain. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de pression fiscale d'un peu moins de 18%, en deçà donc du ratio de 20% fixé par le critère de convergence de l'UEMOA. Notre ambition est d'atteindre et de maintenir un taux de pression fiscale supérieur ou au moins égal à 20%, ce qui correspondrait à des recettes additionnelles de plusieurs centaines de milliards annuels. Ce résultat est largement à notre portée si notre système fiscal et notre administration fiscale et nos administrations fiscales et douanières qui l'exécutent sont purgées des tares qui plombent leur action. Il s'agit notamment de juguler le phénomène incontrôlé des niches fiscales avec son corollaire mal ou sous-évalué de perte de recettes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le cadre de l'ambitieuse réforme fiscale que je propose, mon gouvernement s'engage ici et maintenant à formuler et à mettre en œuvre des mesures fortes de rationalisation des dépenses fiscales afin de réduire progressivement l'impact des exonérations sur la mobilisation des recettes, tout en restaurant des marges budgétaires pour le financement de notre politique économique et sociale. Notre politique fiscale conciliera le besoin de mobilisation des recettes fiscales à la politique de promotion des investissements dans le pays. Pour relever ce défi, le Sénégal procédera à l'évaluation d'impact économique et social des avantages fiscaux au-delà des évaluations budgétaires habituelles. Aujourd'hui, l'analyse des données sur les dépenses fiscales donne l'impression d'une générosité sans contrôle de l'État, pour des résultats dont l'efficacité n'est pas démontrée. Ces dépenses évaluées sur la période 2019-2022 s'élèvent à 2 232 milliards de francs CFA. Cet exercice devrait être un instrument de pilotage permettant d'apprécier l'efficacité et l'efficience des dépenses fiscales. Ainsi, nous élargirons l'assiette. Nous élargissons le périmètre de l'évaluation des dépenses fiscales, c'est-à-dire celui des mesures recensées et évaluées, à travers l'audit exhaustif de toutes les mesures tendant à baisser le poids de la fiscalité pour une activité économique ou une catégorie socio-professionnelle de citoyens contribuables. Une nouvelle matrice des mesures dérogatoires devra être dressée à fin décembre 2025. Le gouvernement travaillera également sur la rationalisation des exonérations relatives, premièrement à l'impôt sur les sociétés des cimenteries, l'impôt sur le revenu, notamment par une réactualisation du barème progressif, aux consommations de la tranche sociale des livraisons d'eau et d'électricité, pour ne viser que les consommateurs les plus défavorisés. Les nombreuses conventions fiscales conclues par le Sénégal seront également examinées. Au terme des divers recoupements, à ce jour, le Sénégal disposerait de 18 conventions fiscales bilatérales en vigueur. Cette politique est un véritable boulevard à la fraude et à l'évasion fiscale. C'est pourquoi, conformément aux directives du Président de la République, nous procéderons au retrait du Sénégal de toute convention bilatérale avec un paradis fiscal et renégocierons les clauses défavorables des conventions conclues avec des États à fiscalité normale lorsque ces conventions nous sont défavorables. Nous lancerons le chantier de la rationalisation des mesures dérogatoires éparpillées dans plusieurs textes, le Code minier, les zones franches industrielles, le régime d'entreprise France d'exportation, le Code pétrolier, le Code des télécommunications, le Code des investissements, et le rapatriement dans un seul corpus, qui est le Code général des impôts, qui sera un chantier prioritaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en plus de ces mesures, il sera procédé à une vaste réforme du Code général des impôts en agissant inversement sur les taux et l'assiette d'imposition. Pour nous, et j'insiste, pour nous, élargir l'assiette fiscale tout en abaissant graduellement les taux d'imposition moyens est la stratégie appropriée pour parvenir à une fiscalité efficace et équitable. Faire payer moins à chaque Sénégalais, mais faire payer à tous les Sénégalais.